Alors, on m'a demandé de commencer la journée par une rapide keynote d'état de l'art, des choses. Alors, ceux qui me suivent déjà, parce que je suis un petit peu la voix ou le visage du milieu, je pense que je vais me faire cloner dans pas longtemps, ça sera pratique. Dans une démarche éco-responsable, je vais recycler un petit peu mes présentations passées, sachant que j'en fais toutes les semaines en ce moment. Il y a beaucoup d'événements comme ça. La semaine dernière, j'étais à Montpellier dans le cadre d'une journée entière de séminaires sur le sujet, sur les ICC, les IA génératives. La semaine d'avant, je pensais à la Cinémathèque française. Académie des sciences, journée CNC, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, alors ici, moi, je parle en tant que technicien, que graphiste. J'étais animateur, comme d'ailleurs Camille, il y a 20 ans de ça. On a commencé animateur, et puis je me suis tourné vers la technique de plus en plus. J'ai cofondé un studio qui s'appelle Dada Animation. Donc, je vais parler en tant que personne du métier qui est obligée de suivre l'actualité pour adapter son entreprise. Et je fais dans le milieu beaucoup de veille que je partage. Donc j'ai été identifié un peu comme la personne qui aimait bien parler de ces choses. Je le fais très honnêtement pour garder des traces moi-même. Et parce qu'il n'y a rien de mieux que de parler des choses pour s'en rappeler. Et donc je vais pratiquer ça avec vous aujourd'hui. Je le fais pour moi. Voilà, c'est complètement égoïste de ma part. Non, non. Mais on va reprendre un petit peu ce que moi j'ai compris des IA génératives. Il y a des scientifiques dans la salle, il y a des juristes, etc. Il y a plein d'aspects à ces technologies qui sont un petit peu nouveaux. Donc moi, mon biais, et c'est un des sujets de la discipline, ça sera celui-ci. Déjà, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle? Donc vous l'avez sans doute déjà lu, entendu, entre autres de ma bouche. C'est un terme qui remonte aux années 50, dont la conception au départ de vraiment de la simulation, on va dire numérique, maintenant on dit numérique, mais digital du fonctionnement cognitif humain. Au départ, à travers ce qu'on appelle l'IA symbolique, c'était la conception de concepts, parce qu'on pensait que le cerveau, il fonctionne, enfin, l'esprit fonctionne à base de concepts, et il les articule et ça donne des résultats. Donc ça a donné plein de choses qu'on manipule tous les jours. Beaucoup de langages de programmation, de concepts de programmation, etc. sont issus de ça. C'est des concepts de raisonnement, en gros, avec les premiers algorithmes, première organisation de la pensée. Et puis il y a une branche qui est née dans les plus tard années 70-80, qui prend le problème à revers, qui dit, mais en fait, ces concepts, ils ont émergé d'une structure. Et si on construisait la structure, est-ce qu'il y aura des choses qui en émergeront? C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Donc les structures, c'est les structures neuronales, dans ce qu'on appelle l'IA connexionniste ou neuronale, et ça a donné les premiers réseaux de neurones récursifs. Alors les spécialistes vous diront ce que c'est, mais en gros, on branche des neurones numériques simplifiés, puis on voit, et on les stimule, et on a des petits algorithmes de correction, et on voit ce qui en émerge. Et il en émerge des choses, en fait, en gros, ils sont capables d'apprentissage, et puis on les empile, donc ça va donner des couches profondes, on va dire, des couches de deep neural network, des couches de neurones profonds. Donc ça génère en fait ce qu'on va appeler le deep learning. En gros, c'est du machine learning, mais profond. Le tout entraîné, alors c'est l'époque du Web 1, qu'on a appelé après coup le Web 1.0, avec il y a beaucoup de données digitales qui circulent, là, du partage, l'invention du web, c'est ça, c'est 89, je crois, en Europe. Et puis des machines de l'époque et des algorithmes de l'époque qui ont très vite, alors les passages en vert et en gris, en fait, c'est des printemps et des hivers de ces milieux-là. Dans les années, fin des années 90, et ou peut-être même avant, un premier hiver de l'IA connexionniste qui promet des choses qu'elle n'arrive pas à atteindre. Il y a des gens qui s'y attellent quand même, qui ont la tête dure, des Bretons comme Yann Lequin, qui continuent, et qui est maintenant très connu. Et puis ça évolue, donc en gros, l'IA symbolique, ça a donné le système expert, des choses comme ça. Ce que je remarque, c'est que souvent, quand l'IA commence à faire des choses qui marchent, elle change de nom. Donc elle devient langage orienté objet, système expert, etc. C'est souvent ça, l'IA, c'est le nom de la frontière, en fait. Il y a une époque, c'était la calculatrice, je pense, l'IA. Et des algorithmes évoluent. Dans ce que moi, j'en comprends, il y a des grands moments. Déjà, il y a beaucoup de données qui sont là, donc ça change tout, en fait. La qualité, la quantité de données, des données annotées, et entre autres qu'on a fabriquées nous-mêmes sur les réseaux sociaux. On a posté des images, on les a annotées, on a réagi dessus, etc. Et ça permet, c'est une mine d'or, en fait, pour les gens qui s'entraînent. Et c'est tout ça qui a permis l'apparition de choses, plus des concepts comme le concept de diffusion qui vient de la thermodynamique, qui analyse la manière dont se dégradent des signaux, entre autres des images par exemple, qui deviennent du bruit, puis on analyse comment, à rebours d'un bruit, on entraîne en fait des IA, justement, ces systèmes d'apprentissage, on les entraîne à débruiter les choses. Alors c'est quelque chose d'ailleurs, le débruitage qu'on utilise beaucoup en images de synthèse, pour faire du rendu, accélérer du rendu, qui est souvent bruité, on va le débruiter. C'est déjà quelque part de la diffusion. En fait, la diffusion, vous comprenez, elle se joue à l'envers. Alors attention, il y a des caméras là-haut
Il ne faut pas s'asseoir devant. Donc ça, c'est un des algorithmes, un des modèles qui a changé la donne. De la même manière, ça c'était un peu le gros choc. En 2017, je crois que c'est Google, c'est ça, qui propose le concept de transformers ou d'auto-attention. Alors, je ne sais pas comment ça se dit vraiment en français, de self-attention. C'est des outils qui, en s'entraînant sur des énormes bases de données, par exemple de texte, le décompose en plein de petits bouts, des tokens, entre la syllabe et le mot, et en fait s'amuse à s'auto-entraîne en enlevant des bouts et en se disant tiens, si j'avais dû deviner ce bout que j'ai enlevé, j'aurais dit quoi probabilistement, etc. Et en fait, c'est des outils à imaginer la suite d'une chaîne. C'est ça les Transformers. Le T de Transformers, c'est celui qu'il y a dans GPT, dans le chat GPT. Et en fait, ça a permis, en les entraînant sur des masses de données incroyables, avec ces nouveaux algorithmes, de générer le choc qu'il y a eu quelques temps après, et l'apparition de petites sociétés, de petites startups, et surtout l'apparition d'IA qui permettent de générer de nouvelles choses, qui permettent de capter des motifs récurrents, etc., de générer des nouvelles choses, donc en fait de capter du style. Et elles viennent avec des capacités émergentes, c'est-à-dire bizarrement, juste en essayant d'imaginer le prochain token, vraiment la prochaine quasiment lettre ou syllabe, elles se rendent compte que l'approche statistique qu'elles ont, parce qu'elles sont entraînées sur des masses de données immenses, et de la bonne manière, elles font émerger des capacités qui semblent être de la compréhension de la grammaire, de l'orthographe, d'une langue entière, de raisonnement. Ça ressemble à du raisonnement, elles peuvent capter des styles, faire des rimes, etc. Et ça, c'est un peu un mystère, en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Cédric Villani, par exemple, dit qu'on n'a pas le fond théorique qui explique ceci. Puis donc, il y a des entreprises avec des nouveaux logos qu'on commence à connaître maintenant, comme OpenAI, dont on reparlera. Et puis, il y a des systèmes comme Clip, pareil, de chez Google, qui sont en fait leaders. On l'oublie parce que Microsoft et OpenAI passent devant dans l'actualité, mais ils ont été beaucoup leaders dans le domaine. Clip, ça permet en gros d'associer du texte à de l'image. Donc, par exemple, du texte qu'on va appeler maintenant... qu'on va appeler, les gens de la musique, ils ne peuvent pas s'empêcher, qu'on va appeler des prompts et qui va piloter comme ça de la diffusion. Donc là, on va voir, je crois que c'est Mr. Higgins, un des créateurs, un des parrains, comme on dit, de l'IA. Vous l'avez vu, c'est parti d'un bruit, ce qu'on appelle un bruit en image, c'est une image random, de la neige. Et puis, par diffusion, contrôlée à chaque étape par le prompt, on peut générer des choses. Et en fait... ça aurait pu être de la musique, tout ce qui est numérique, en fait, si on l'a entraîné, on peut le numériser. Donc pour résumer, l'IA symbolique est explicable, c'est la grande force, mais pas capable d'apprentissage. L'IA connexionniste ou neuronale, elle peut apprendre des choses et il y a des capacités émergentes que quelquefois on ne peut même pas tester parce qu'on se rend compte quelquefois qu'elle parle des langues qui sont à peine présentes dans le dataset d'entraînement, mais qu'elle a appris par voisinage, en creux. Mais si nous, de toute façon, on ne peut pas les parler... on ne peut pas les tester. Donc il y a sans doute des choses dedans, des secrets qui sont cachés, qu'ils seront toujours. Mais elle n'est pas explicable du tout. C'est des phénomènes de boîte noire, on ne sait pas. Donc quand ça donne par exemple un diagnostic médical, c'est compliqué de se baser dessus en se disant je ne peux pas dire pourquoi, mais je pense que la machine dit que, mais on ne peut pas dire pourquoi. D'où le but de pas mal de recherches, de faire de l'IA hybride dans lequel on mélangerait les deux. Par exemple, de la génération de symbolique, par exemple, ou l'inverse. Ça serait intéressant. Voilà, donc dans le métier, ça donne quoi? Ça donne génération de texte. Le texte, il y en a beaucoup dans le métier. Par exemple, le code. On code énormément de choses pour le jeu vidéo, pour le film d'animation. En 2023, en fait, regardez la date, c'est il y a un an. GPT-4 arrivait avec une capacité multimodale, avec des systèmes qui permettaient de lire de l'image, mais aussi du texte, et d'en produire image et texte. Et en fait, on pouvait, alors maintenant, depuis quelques temps, c'est quelques mois après, on pouvait glisser des images, ça c'est un outil open source, des images tirées d'un site web, et ça régénérait le code qui permet de refaire ce site web, et ça régénère même les images qui le remplissent, etc. On peut faire des choses, et ça peut même analyser des images. Le texte, c'est bien sûr du scénario. Il y a de plus en plus d'outils qui aident à fabriquer du scénario. Il y a un outil français, entre autres, Génario, un outil américain, Saga, qui va jusqu'au storyboard, générer du storyboard. Des entreprises comme Blue Spirit, c'est un studio français d'animation, ont des choses en interne qui permettent d'analyser des scripts, de sortir des budgets après analyse de leur passé. Mais attention, je répète, ça affabule, en fait, c'est un terme français, ça hallucine en permanence, en fait, un Transformers. Ça ne dit pas des choses vraies, ça dit des choses statistiquement probables. Donc il faut toujours vérifier. Et puis il y a une autre problématique tout de suite qui émerge, c'est qu'en fait, quand on met son code, quand on met son texte dans des systèmes comme
chez OpenAI, c'est en SaaS, c'est-à-dire c'est sur le web, ça part chez eux. Donc potentiellement un problème de sécurité. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre ça, pour lesquelles c'est même interdit, etc. On va voir qu'il y en a d'autres des brèches comme ça. Donc, et pour ce qui est de l'image, en fait, il y a les mêmes problèmes. Et pour l'image, des problèmes. On a du mal à faire confiance parce que d'abord il y a des problèmes de stabilité. Entre autres, un des outils les plus connus s'appelle Stable Diffusion. Bon, il parle extrêmement mal son nom. Je pense que c'est un vœu pieux son nom. Alors là, l'exemple, en fait, c'est dans les yeux du personnage. Il y a un traitement énorme fait par le Corridor Digital, qui sont des artistes qui sont interdits de dessiner. Ils ont utilisé que des outils numériques automatisés et ils n'arrivent pas à stabiliser les yeux qui n'arrêtent pas de bouger. Donc il n'y a pas de raison qu'il le soit. Pour des artistes, c'est pas possible. Pourtant, c'est pas possible de se permettre ça parce qu'on est responsable de la chose. Puis le problème d'hallucination, de manière probabiliste, le système, quand il voit ce que nous on perçoit comme une main se fermer, il propose ça comme forme finale, par exemple, qui est plutôt, je sais pas, du gingembre, une patate ou un pied, mais et il n'y a pas de moyen de le contrôler parce qu'en fait, il ne sait pas dire pourquoi il en est venu là. Donc, la seule manière de le contrôler, c'est de bouger un petit curseur parmi les milliers de paramètres qu'il y a, ou de relancer une nouvelle génération, parce que de toute façon, il est incapable de faire 2 fois la même chose. Et enfin, la plupart des systèmes. Et puis d'attendre qu'on ait un truc bien, ou alors de le retoucher à la main. Ce qui peut être un peu frustrant et casser un petit peu le workflow habituel, mais ça va très vite. Donc Runway, une société comme Runway a lancé en 2021, ils étaient sur des images comme ça, très basse résolution. Alors je lance, ça va très très vite. C'est eux qui ont créé au départ Stable Diffusion, puis maintenant ils font de la vidéo très haut niveau, mais c'est plus les seuls. Puis côté stabilité, il y a plein de choses qui se passent. Entre autres à Shanghai, cette université de Shanghai, elle vient de cofonder un studio d'animation avec une major chinoise. Ils sortent maintenant des séries entières en 6 mois. Enfin, ils l'ont fondé il y a 6 mois, donc il y a déjà une série qui est sortie, pour tout dire. Et puis, pareil, je reste en Chine, ça c'est Alibaba qui nous fait rêver avec des outils de transfert de style, de transfert d'animation, etc. Le code n'est pas accessible, mais clairement, ils ont ça en stock. Et c'était il y a longtemps, c'était il y a plusieurs mois. Donc à l'horizon de l'IA, l'horizon de pertinence il est plutôt d'une semaine. Et puis bien sûr, il y a la transversité totale, passer quasiment de l'idée vers la vidéo. Beaucoup de gens s'y mettent. Picalab, c'est une des offres qui est la plus impressionnante. Mais après, le seul contrôle, enfin, il y a quelques contrôles, mais c'est principalement du texte. Vous voyez que les clips sont très courts. Quand on les regarde avec un regard d'animateur, par exemple, ce que fait les pattes du cheval quand c'est dans un clip très court comme ça, on le perçoit à peine, mais il y a des gros problèmes. Mais voilà, étendre des images, il y a maintenant des outils dans Photoshop, etc. Et c'est pas les seuls. Meta a proposé un truc, l'aile de la goutte, qui s'est fermé de manière assez bizarre. Un spécialiste des VFX n'accepterait pas ce feu parce qu'il fait des mouvements trop bizarres, mais c'est quand même impressionnant, ça génère, et pour sans doute beaucoup d'usages, ça peut suffire. Bien sûr, tout le monde s'y est mis, Google avec son système Lumière. Et puis, bien sûr, il y a dernièrement le système qui a l'air le plus puissant, c'est le Sora de OpenAI à nouveau, qui fait, en fait, il y a du Transformers dedans. En fait, ça produit alors c'est pas des tokens, là, c'est des patchs, ils appellent ça, c'est des bouts de vidéo. C'est une vidéo faite de petits bouts de vidéo. Et c'est comme si ça avait des connaissances, c'est capacité émergente de Transformers, c'est comme s'il y avait des connaissances intrinsèques d'anatomie, d'optique, de culture même, parce qu'il y a même des scènes de ville, de physique, etc. C'est assez troublant, tout ce que ça génère. C'est ce qui fait dire, avec l'humilité qui les caractérise, OpenAI, qu'ils ont créé un système de génération de monde, en fait, qu'ils ont capté l'essence du monde. Et bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. C'est vrai que là, quand on voit ça, pour des gens qui doivent faire ces effets spéciaux-là, par exemple, si ça devait être fait en synthèse, il faudrait engager des connaissances en physique, en dynamique, en animation, encore une fois culturelle, en texture. Bon, là, le chien va faire un truc bizarre, point de vue. Il passe devant des choses. Je pense qu'il ne devrait pas pouvoir, mais bon, il l'a fait. Et puis ça, c'est le plus impressionnant, je trouve, parce que ça serait très galère à faire. Enfin, il y aurait du travail de compositing, etc., pour contrôler ça finement. La chose, c'est que, justement, quels sont les moyens de contrôle voilà. Alors, sur la capacité à générer des mondes, Yann Lequin s'inscrit en faux. Bon, en même temps, il bosse pour la boîte concurrente. Il pense que, théoriquement, c'est pas ça. La 2D ne permet pas de le faire, et ce sera peut-être un sujet sur lequel on reviendra. Et justement, cette capacité de contrôle, c'est ce que veulent les graphistes. On a fait une jam tout le week-end sur laquelle on reviendra, et c'était un peu la frustration centrale. Comment contrôler les choses. Il y a des outils qui viennent de l'IA elle-même, des outils comme le Generative Adversarial Network, le GAN. C'est ce qui se passe là. En gros, on indique à la machine d'aller piocher plutôt dans des
dans d'autres sources d'inspiration dans lesquelles les cheveux sont plus courts, etc. Et ça va régénérer des choses, mais on voit que ça bouge plein de choses. Autre approche, par exemple, pour l'animation, ultra ciblée, ultra précis. Un des problèmes d'animation, bouger le poignet sur un personnage réaliste, ça devrait inviter à bouger aussi le bassin, etc. Ça, c'est pour faire de la pose réaliste. Derrière, il y a une approche probabiliste, en fait. Donc ça, c'est de l'IA. En bas à gauche, maintenant l'IA générative, elle est quasiment temps réel. Ça, c'est un système qui s'appelle Crea, dans lequel un peintre qui s'appelle Martin Nebelang, qui saurait faire l'image qui est à droite, en fait peint l'image qui est à gauche, indique avec du texte qui est au milieu ce qu'il aimerait faire, et puis l'IA propose. Mais ça, c'est ultra fragile. En fait, dès qu'on bouge un petit curseur, on rajoute un petit trait, tout à coup, bouf, toute l'image change. Et c'est pour aller chercher des idées, c'est sympa. Et puis en fait, l'approche la plus sûre, c'est celle qui en fait arrive dans les logiciels déjà existants, avec toute l'interface, les 20 ans d'expérience d'interfaçage, d'ergonomie, mettre un petit peu d'IA par ici ou par là pour dire tiens, tu vas me halluciner une image autour du mannequin ici, voilà, pouf, dans ce style-là. Ça, c'est plus concevable dans un workflow, une manière de travailler de graphiste. Bon, et puis bien sûr, il y a aussi de la 3D. Donc là, par exemple, ça génère une image 2D à droite. Et il y a des outils, moi j'en ai utilisé ce week-end, qui permettent de la 2D de générer de la 3D. Et donc ça, c'est l'équivalent d'une journée de travail normalement, pour un truc aussi simple. Voire d'une semaine quand c'est plus compliqué, etc. Après, la qualité était le rendez-vous. Il y a plein de choses quand on regarde dans le détail comment les meshs sont construits, voilà, on n'y est pas. Et c'est d'ailleurs, c'est le moment où j'en profite pour parler d'une collaboration qu'on fait, donc Dada Animation avec l'INRI, enfin l'IRISA précisément, et l'école Polytechnique, le laboratoire informatique de Polytechnique, l'IX. On commence tout juste, on vient de recevoir la première stagiaire chercheuse. Et ça va durer 4 ans. Un projet qui s'appelle Animation Conductor sous un financement ANR qui promet, enfin du moins qui va rechercher à manipuler de l'animation 3D par le son et la voix, un petit peu genre voilà ton animation qui fait boum tac pif pif, j'aimerais qu'elle fasse plutôt boum pif tac 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 tac. Voilà, c'est un peu comme ça que parlent quelquefois les animateurs, et on va se demander si on peut capter la bonne information, la coller avec l'information pertinente en face et le modifier. C'est ce vers quoi vont les outils en ce moment. Bien sûr, de la 3D, on peut taper du texte et ça génère de la 3D. C'est ce qui passe avec le hamburger. Ça, c'est chez Luma AI. C'est un outil qui s'appelle Genie. Mais on peut aussi le contrôler avec du dessin. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu avant. C'est du dessin qui va générer finalement. On lui donne un style, pouf, une image 3D volumique, maintenant ça génère un mesh qui va suivre les lignes de force du dessin. Il y a la même chose pour plein de choses, entre autres en musique, on peut murmurer des choses et ça va générer de la musique, mais je pense que d'autres en parleront. Et puis tout ce qui est numérisé est analysable, donc le mouvement, on peut décrire du mouvement maintenant. Pareil, la notion de contrôle est quand même clé, peut-être pas suffisante. Et puis il y a des outils qui se proposent de remplacer des workflows entiers dans lesquels il y a de l'IA, mais pas que de l'IA, du tracking de caméra, du tracking de personnages, mains, corps, tête, qui sont 3 problématiques différentes, 3 échelles différentes, effacement du personnage qui a été segmenté, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a été discriminé dans l'image, et puis on va remplir le vide par IA générative, et puis on va remettre un modèle qu'on a contrôlé complètement parce qu'il est issu d'un workflow classique, modèle 3D, et on va le rééclairer. On peut faire tout ça dans le soft, mais on peut sortir aussi toutes les couches, toutes les étapes, toutes les informations et le remettre dans un workflow. C'est une entreprise, c'est une approche ultra professionnelle, sans doute pour ça que des gens comme Steven Spielberg la cofinancent. Et on peut la tester déjà maintenant. Et ça marche, disons, comme un logiciel de première, de 1.0. Il faut se méfier, avoir un plan B. Et puis il y a la même chose en musique, et j'ai l'impression que c'est même plus avancé en musique, mais on verra peut-être pourquoi, ça fait longtemps. Il y a des outils comme Lyria, comme Ace, qui permettent de retoucher de la voix, de faire chanter moi avec ma voix cassée, avec la voix de Céline Dion, et retoucher jusqu'au trémolo. Là, il y a des outils de contrôle incroyables. MetaHuman, c'est de la création de personnages humanoïdes. Face Engine, c'est un outil, on verra un peu plus tard, de McGuffin, de deepfake professionnel. Et puis on commence à avoir des outils de contrôle dans le texte to vidéo, ce raccourci incroyable de l'idée vers la vidéo finale. On en revient, pour moi, il y a 30 ans en 3D, où on commençait à donner des contrôles de certains points qu'on manipule, et puis on les associe, puis on dit ça bouge ici, ça bouge là. Et puis on a inventé 5 ans plus tard le métier de rigueur avec plein d'outils. Et là, on fait ça pour l'instant. Dans la vidéo, on bouge des zones, on désigne des zones, puis on donne des mouvements globaux, et puis ça bouge des choses. Et puis après,
Et il n'y a pas de courbe d'animation, il n'y a pas de contrôle fort, mais voilà. Donc en fait, se pose plein de problèmes dans la constitution des datasets sur lesquels sont entraînés les, euh, les IA. Là, j'en liste plein des datasets, dont un en rouge, là, Lion 5B, qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est devenu problématique. Euh, donc il y a principalement, mais là un juriste en parlera très précisément plus tard, des problèmes de droit. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces images-là? Est-ce qu'elles ont été copiées avec un... Est-ce qu'on avait le right de les copier dans le droit anglo-saxon? Est-ce que... Puis, voilà, selon l'usage qu'on en fait derrière, on entraîne, donc on va donner que ce soit des transformers ou des outils de diffusion, il va y avoir des modèles fondamentaux, un petit peu bruts de décoffrage, qui sont entraînés eux-mêmes. Alors ça demande des capacités de calcul immenses, se posent des problèmes, et on en parlera en fin de journée, d'impact environnemental de la chose. Et après, il faut savoir qu'un chat GPT, il est capable de donner des recettes pour fabriquer des bombes, hacker le Pentagone, etc. A priori, il peut en tout cas l'aider à le faire, mais ça serait bien qu'il ait un surmoi, que l'on empêche. Et donc le surmoi, on demande à des humains de le gérer en le dialoguant énormément avec. Petit problème de sécurité peut-être, parce que du coup, eux, ils ont accès à ces données. Mais aussi, c'est des gens dont on sait qu'ils sont payés au Kenya $2 de l'heure, et certains même sont mineurs. On a découvert ça. Il y a des articles de Politico, de Washington Post qui ont découvert ça. On a des problèmes là autour des ressources humaines, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains dans les IA génératives de ce niveau-là, et ensuite, on les met à disposition des gens. Donc, c'est l'interfaçage en SaaS, à travers Discord pour Midjourney, dont vous avez entendu parler, sur des apps mobiles maintenant, etc. Il y a aussi, le RAG, c'est le fait d'augmenter par des captations en temps réel de données, qui peut poser problème aussi, qui n'empêche pas l'hallucination d'ailleurs au passage. Il y a des problèmes de droit en sortie aussi. Est-ce que j'ai le droit de déposer déjà, est-ce que ça génère pas une image en fait qui est un petit peu trop proche de ce qui... On en a fait des tests ce week-end en partant d'outils entraînés par les étudiants, en se disant ça me rappelle quand même tel film, et j'ai changé juste un mot pour une génération, tout que ça... Et puis je suis arrivé à la génération d'un personnage d'un film que moi j'ai reconnu, mais j'aurais pu ne pas le reconnaître et l'utiliser, j'aurais pu avoir des problèmes. Mais aussi, est-ce que j'ai le droit de me déclarer auteur? Je laisse la parole au juriste derrière, c'est ce que j'en comprends. Il y a des problèmes de calcul, c'est pas rien de calculer, mais ça on en parlera aussi. Il faut mieux calculer en local, on maîtrise un petit peu mieux les choses. De justesse, ça hallucine, il faut se méfier de ce que ça fait, pas que pour les droits. Et voilà. Et donc les exemples, c'est par exemple ce générique de Secret Invasion pour Marvel qui a généré une volée de bois vert, j'ai envie de dire, parce qu'ils étaient tout fiers de dire on a utilisé des Stable Diffusion, en fait, dont les problèmes qu'ils ont, Stable Diffusion, ils en ont beaucoup en ce moment, beaucoup de procès, c'est qu'ils ont été entraînés sur des données d'artistes qui n'ont jamais donné leur accord a priori, ils ne sont pas très contents. Et en plus, là, on a empêché des artistes de travailler, ça a été fait à très très peu de gens. Pareil pour ce film de Netflix Japon, pour lequel le marketing était basé sur le fait que tous les décors étaient générés par IA générative. Il faut savoir que c'est un marché qui vit beaucoup du fan, des fans en fait, qui vont suivre certains artistes, qui vont suivre les superviseurs d'animation, etc. Et c'est compliqué de leur dire, là il n'y en a pas, par exemple au décor, il n'y a quasiment pas de superviseur, c'était fait automatiquement, ça n'a pas été apprécié. En France, il y a eu un clip il n'y a pas longtemps de Big Flo et Oli fait par un artiste qui s'est appelé Neb SH. C'est pareil, qui a été critiqué parce qu'on sait que c'est du Stable Diffusion derrière. Et donc, voilà. Et en fait, il y a un peu de monde. Il y a le monde qui s'en moque, le monde du jeu vidéo, du motion design, et puis le monde du cinéma qui s'en moque pas du tout de ces problèmes de droit. Parce qu'ils en vivent. On va en parler tout à l'heure de ces différences. MacGuffin eux-mêmes, ils ont entraîné sur beaucoup de films des outils de deepfake. On va dire de qualité broadcast, ils y passent en plus tout un savoir-faire de graphistes qui font ça depuis très longtemps, donc c'est pas que le deepfake automatique, mais Rodolphe Chabrier de MacGuff dit bien qu'ils ont même eu des films américains, il disait ça la semaine dernière à Montpellier, pour ceux qui n'y étaient pas, pour lesquels en plein milieu de la prod, la major américaine pour laquelle ils travaillaient ont arrêté leur commande en disant en fait on s'est entraîné sur des versions de nos comédiens, des films sur lesquels on a les droits, mais on n'est pas sûr qu'en fait, on ait le droit de vraiment entraîner de cette manière-là dessus. Donc, vous savez quoi, on arrête ce process-là. On ne va pas faire de deepfake alors que ça a été commencé. Il n'a pas dit quel film, mais voilà, on va dire, c'est un peu radioactif comme sujet. Et les artistes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, ils font plein de procès. On a vu même que Adobe, qui était soi-disant safe, ultra vertueuse, la semaine dernière, ont eu des petits soucis parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient entraîné sur des images pour lesquelles
des artistes avaient dit vous avez le droit de vous entraîner dessus, mais attention, je les ai faits sur Midjourney, qui est basé sur Stable Diffusion. Donc en gros, il y avait une chaîne de comment on peut appeler ça, de contamination. Et donc, Adobe étant le parent contre vertu, apparent, ne l'est plus. Et puis il y a des luttes syndicales, il y a eu des grèves, ça ne vous a pas échappé l'année dernière aux États-Unis, qui étaient principalement basées là-dessus. Et les artistes eux-mêmes peuvent maintenant altérer leurs images en passant des coups d'altération. Alors ça ne se voit pas à l'œil humain. L'image de gauche, elle est, pour un œil humain, toujours vue comme l'image de gauche. Pour certaines IA, elle va être vue comme l'image de droite. Et il y a même des outils comme Nightshade qui va la faire voir de manière on va dire très claire, mais en fait, ça sera complètement autre chose. Il y aura un éléphant et une souris au lieu de. Et donc, ça va. Et si l'image est décrite comme étant une femme à une fleur, il y aura une image de souris d'éléphant. Et donc, ça va. Si on entraîne une IA là-dessus, ça va la détériorer son entraînement parce qu'elle va commencer à apprendre de mauvaises choses. Ce qu'on appelle de la protection offensive, en fait. C'est ce qui commence à arriver. Et il faut savoir que le son aussi, le son peut être représenté par un spectrogramme, donc il peut être altéré comme ça. Ces questions de droit, de gens. Alors, il y a aussi toute la question du clonage des voix, du clonage de l'apparence, etc. C'était le sujet. Alors, on est dans un festival d'animation, dans une école d'animation. Je suis obligé d'en parler. C'est un film d'il y a 11 ans, de Harry Folman, qui avait fait Valse avec Bachir, qui parlait de ça déjà, Robin Wright, qui n'était pas dans les petits papiers de Hollywood à l'époque. C'était quasiment biographique. Elle vendait ses droits de représentation. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, parce qu'il faut savoir que dans le jeu vidéo, encore une fois, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus sans vergogne par rapport à ça. Eux, ça fait longtemps qu'ils captent les mouvements, la représentation des joueurs pour les mettre dans des jeux de la NBA, etc. Donc, en fait, c'est du double numérique, c'est en plus des captations de données biométriques. Donc, en fait, c'est géré depuis pas mal de temps dans d'autres secteurs. Quand on parle de congrès d'IA, moi je pense tout de suite à Sam Altman qui est venu parler de tout ça au congrès il n'y a pas longtemps, parce qu'ils sont quand même. Ils ont une approche par rapport au copyright, une approche ultra agressive. Ils proposent même à leurs utilisateurs, s'ils ont des problèmes, de les aider à se protéger contre les auteurs. Voilà. Et ce n'est pas les seuls à avoir cette approche-là. Et puis ce qu'a fait Jazé il y a quelques temps. La CTO à l'époque d'OpenAI a été interviewée pour le Wall Street Journal, donc c'est pas rien. On savait elle parlait de Sora, le fameux générateur de vidéos, et le journaliste lui a demandé mais est-ce que c'est entraîné sur quoi c'est entraîné? Elle dit sur des données accessibles, par exemple YouTube, qui est donc le concurrent YouTube, c'est chez Google. Elle a fait cette tête qui est devenue un mème dans le milieu, genre je suis pas sûr, et en même temps elle avait l'air de son fiche complètement, on va dire. Genre, ouais, je sais pas, c'est pas trop un sujet chez nous. Voilà, donc il y a un petit choc culturel, on va dire, par rapport à d'autres gens. Et puis, vous le savez, on peut générer plein de choses et problématiques, et des impacts sociétaux de manipulation. Bien sûr, dans le monde, le deepfake, c'est pas que pour la personnalité, c'est tout le monde. Et deepfake pornographique, je crois qu'il y a de nouvelles lois qui sont sorties ou des projets de loi en ce moment en France. Et puis il y a de l'arnaque aussi. Il y a eu cet événement important à Hong Kong. Un banquier s'est fait voler par deepfake vidéo et audio temps réel, en voyant son CTO et son CEO en ligne à Londres lui demander de faire des transferts de millions de dollars. En fait, c'était deepfake. Et 30% des entreprises américaines déclarent avoir eu des deepfakes, des tentatives deepfake, au moins audio. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'en fait, il y a des efforts énormes. Il y a comme une réaction du milieu, la coalition pour la C2PA, lancée par Adobe, la BBC, Microsoft, et puis derrière, il y a plein d'autres gens, pour essayer de tracer les données numériques. Parce qu'en gros, l'approche, c'est il faut se méfier maintenant de toutes données numériques qui arrivent sur un écran ou autre. Ça peut être... faut s'en méfier comme on se méfie du voisin qui vous dit des choses, mais vous allez vérifier quand même. Voilà. Donc en fait, ces outils de traçage Sony maintenant va l'intégrer dans ses appareils photo dès la captation d'une image. Il y a un début de traçage, et si ça passe par des outils d'Adobe, des outils Office et chez Google, ça rajoute des couches pour dire il s'est passé ça sur tel outil, il s'est passé ça sur tel outil. Et donc on aura peut-être sur toute donnée, toute image, des petites pastilles qui nous donneront en gros ce qui s'est passé. Point de vue emploi, il y a plein de... Alors ça c'était l'année dernière, il y a plein d'annonces, mais en gros ce qui ressort, c'est qu'OpenAI disait les GPT sont des GPT, des General Purpose Technology, comme l'électricité, l'Internet, ça modifie
tout dans la société, et 80% des jobs vont être impactés. Alors, ils peuvent être augmentés, hein, tout comme peuvent être remplacés. Dans notre milieu, ce monsieur Jeffrey Katzenberg, qui est connu pour faire comme je dis souvent, des évaluations au doigt mouillé, mais en pleine tempête, c'est compliqué, a dit que dans 5 ans, il enlève 9 personnes sur 10 de ses studios. Il avait l'air content. Et puis, le mois dernier a été riche en actualité de point de vue des rapports, etc. Notre ambition pour la France, rapport interministériel dans lequel j'étais parti des audits avec des gens peut-être ici dans la salle et d'autres. Alors sur les emplois, plutôt sur l'effet sur la productivité, disait que comme l'Internet, ça va y avoir un effet d'augmentation, c'est la ligne rouge de productivité sur 10 ans par compétition, mais en fait tout le monde serait réétalonné au bout de 10 ans avec les mêmes outils, même productivité. Mais l'IA va peut-être créer des effets d'opportunité avec des nouvelles choses, des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, et tout ça, ça ferait tendre les lignes encore plus haut. Ça, c'est basé sur ce qui s'est passé avec Internet. Sauf qu'il s'est passé un truc, c'est qu'au bout de 10 ans sur Internet, les GAFAM sont arrivés, ils ont capté tout ça, en fait. Et c'est plus... Il n'y a qu'eux qui en profitent, en fait, maintenant. Et devinez quoi, ils sont déjà là. Et ils ont déjà capté en grande partie... là, je vous ai parlé d'OpenAI, en fait, il faut penser Microsoft. Je vous ai dit Google, c'est le G de GAFAM. Donc, c'est peut-être pas pareil. Et puis, pour ce qui est de nos industries, les industries culturelles et créatives, c'est les plus touchés selon des études entre autres américaines, parce que pour moi je pense, ça vient du fait que c'est des industries de l'interprétation. On interprète, on capte des styles, on joue avec, et ça c'est ce que font très bien les IA, donc ça peut augmenter notre boulot, tout comme le bousculer, on va dire. C'est le plus touché, ça ne veut pas forcément dire négativement. Le CNC a aussi en début du mois fait une journée entière de présentation et a proposé un rapport beaucoup plus petit, parce que le secteur est plus petit. Le jeu vidéo et vraiment le cinéma sont deux secteurs qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Il soulignait aussi que ça stimulait la créativité, l'efficacité, etc. Et même améliorait beaucoup les conditions de travail, ça enlève beaucoup de tâches un peu fastidieuses, mais qu'il y avait un besoin énorme de clarifier, de sécuriser, en fait, surtout au cinéma, la situation entre autres juridique, et puis d'atteindre ou d'attendre une maturité des outils. Ce que je vous disais, les outils ne sont pas acceptables, entre autres pour la génération d'images d'un point de vue pro, et donc d'accompagner, c'est en fait le pari qu'on fait avec Creative Machine, d'accompagner, de proposer, de mettre les mains dans le cambouis comme dans une jam, et de faire des journées comme on fait aujourd'hui. Voilà, donc tous les métiers, ça c'est une image qui sert souvent, je remercie Andy Bean pour son aide involontaire. En R&D, on en reparlera sans doute aussi. Il y a quand on utilise des modèles qui sont open source, ils viennent avec des licences qui peuvent contaminer. Ça peut être ça. Et puis il y a la licence du dataset qui est encore autre chose. Il y a des couches comme ça qui se cachent. Et puis il y a toute la sortie aussi, la diffusion. J'en parle à peine ici, mais les services légaux, RH, etc. Ils utilisent l'IA générative. Et puis il y a ça c'est le text-to-vidéo, ça court-circuite. Là, on pressent quand on voit ça qu'il y a un petit impact sur les workflows potentiels. Je sais pas, voilà. C'est quand c'est visuel comme ça. Et je terminerai par citer Cédric Villani, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui disait exactement ça, qu'on a des résultats pragmatiques en quête de théorie. Alors, c'est super excitant pour les chercheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça interroge nos biais, en fait, parce que les IA, elles fonctionnent, elles cherchent des biais, en fait. Leur but, c'est de les reproduire. Donc, et ça tombe bien, on en a plein, et d'ailleurs, on fonctionne comme ça. Là, j'ai un biais de vous parler en français, et de produire une certaine grammaire, un certain vocabulaire, et c'est tant mieux parce qu'on est fait pour ça, pour pour automatiser des choses. Et c'était beaucoup, quand même, le domaine de l'art d'interroger, de questionner ça, et c'est devenu le domaine de toute la science, la technologie. Donc, c'est assez marrant, tout se recoupe, et on en revient à la définition de l'art il y a 200 ans. Avant qu'il devienne un truc un petit peu philosophique, c'est le savoir-faire, quoi. C'est quoi l'impact sur le savoir-faire? C'était en fait la même étymologie que technique pour information. Merci de votre attention.